Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. Et désolé de vous avoir posé un lapin mercredi, mais là franchement l'actualité était d'une tristesse. J'ai pas eu le cœur à vous faire une vidéo, c'est dire. Aujourd'hui c'est différent, très différent même, il y a de quoi faire et je dirais même qu'il y a du très très lourd. Et du très surprenant aussi. Et franchement, ça change un petit peu des actus qui te mettent le bourdon. Tu vois ce que je veux dire encore une fois. Je sais que certains d'entre vous en avaient un petit peu gros depuis quelques semaines. Et franchement, c'est vrai que je vous comprends. Autant vous dire que donc, ça me fait bien plaisir de vous retrouver cette semaine avec des petites news comme on les aime. Des news qui sortent la graisse et les gaz d'échappement. C'est parti. Et permettez-moi donc de commencer avec un véritable missile qui remet complètement en question le sentiment que m'a donné l'annonce de la mort des R1 en Europe à partir de 2025. Je vous renvoie sur la vidéo précédente. Non, donc les hypersportives ne sont pas forcément mortes. La bête bouge encore, et les Aprilia V4 Factory SE09 SBK en sont un excellent exemple. En tout cas, la RSV4 Factory SE09 SBK en est un excellent exemple, puisque la Tuono Factory est considérée comme un hyper roadster, je vous le rappelle. Alors déjà, pourquoi l'une et l'autre s'appellent SE09 SBK? C'est important. Tout simplement parce que la RSV4 et la Tuono Factory arborent une livrée inspirée de la déco des RSV4 qui couraient en championnat du monde en Superbike en 2009. 09. C'est d'ailleurs la principale différence avec les Tuono et RSV4 Factory traditionnels. Et pour rappel, en quelques mots, un Tuono Factory, c'est un V4 de 1077 cm3, 175 chevaux à 11 350 tours minute et un couple maximal de 121 Nm à 9000 tours minute. Ça répond pour autant à la norme Euro 5. Il y a une fourche électronique Öhlins NX 43 mm à l'avant. Et un Öhlins TTX géré électroniquement aussi, donc à l'arrière. Du Brembo, en veux-tu, en voilà. Et la RSV4, là on passe à 1099 cm3, 217 chevaux à 13 000 tours minute, 125 Nm de couple à 10 500 tours minute et 305 km/h en vitesse de pointe. Euro 5 toujours. Là aussi donc on est sur du full Öhlins géré électroniquement, full réglable et des Brembo en termes d'étrier de frein. Mais alors là où on était sur du M50 sur la Tuono, on passe à du Stylema sur la RSV4 Factory. Bref, il y a de quoi plisser du bitume. Voilà, en deux mots commençants quoi. Et alors en termes de tarifs, là c'est pareil, les versions SE09 SBK, c'est juste 500 € de plus que les versions normales, dites donc. On passe donc à 20 499 € pour le Tuono et 26 499 € pour la RSV4. Oui, mais bon, elles seront disponibles en juin, donc bon, ça laisse le temps de monter une équipe, pour se faire la banque du coin, ou tout simplement pour aller parler avec son banquier. C'est plus simple et c'est moins dangereux, voilà. Et si définitivement vous considérez que ça vous coûte un bras, débrouillez-vous pour que ça soit le gauche. Comme ça, vous pourrez peut-être vous rabattre sur la future MT-07. Eh ben si, parce qu'apparemment Yamaha planche sur un système de boîte automatisé pour son best-seller. Et attention, d'après les brevets dégotés par le site américain Cycle World, fini le levier d'embrayage et le sélecteur de vitesse sur la prochaine MT-07. On aurait droit à des boutons au guidon, et même à un mode entièrement automatique. En même temps, ça paraît assez logique, et ceci donc pour différentes raisons. Déjà, Honda vient de lancer son e-clutch, qui en gros est la même chose. Et puis pour ceux qui me connaissent depuis suffisamment longtemps, je vous rappelle qu'il y a des années maintenant, je vous ai dit, la Commission européenne incitait très fortement les constructeurs à nous proposer des motos sans embrayage manuel, en partie pour nous ôter la possibilité de faire des wheelings involontaires. On s'est compris. Et là, je me dis justement que concernant la MT-07, ça va pas forcément faire plaisir à certains, puisque même bridée en A2, elle est souvent considérée comme une véritable machine à wheeling. Et que quelque part, je suis quand même assez sûr qu'elle doit son succès en partie à son côté un peu taquin, à la MT-07. Bref, si elle perd une partie de son public, elle en trouvera forcément un autre, vous inquiétez pas, un public qui préfère par exemple garder les deux roues en permanence sur le sol. Mais en fait, ça fait quand même partie du plus gros du public, donc je m'inquiète pas trop. En revanche, d'un point de vue purement logique, on peut facilement imaginer que le système sera déployé sur l'ensemble des machines qui utilisent le CP2 d'Yamaha, les XSR et les traceurs, en somme. En revanche, je suis pas certain pour la Ténéré. Non, je suis pas certain. Elle pourrait, parce que l'Africa Twin en est bien pourvue, elle, d'un DCT. Donc pourquoi pas. Mais la Ténéré 700, vous me direz si je me trompe, mais je pense que c'est pas le genre de off-road acheté essentiellement pour faire de la route et une fois de temps en temps du tout-terrain. Pour moi, c'est vraiment la bécane qu'on achète avec la ferme intention de tâter de la pampa. Je pense que Yamaha conservera son côté brut de décoffrage. C'est mon pari en tout cas. Voilà.
L'avenir nous dira si j'avais tort ou raison. Et sinon alors, pour aller encore un petit peu plus dans le dur, ou plutôt l'inverse d'ailleurs, je devrais plutôt dire, tellement dans le mou que ça en devient liquide. Il y a Zhongshen, un constructeur chinois, énorme constructeur chinois, qui vient de déposer un brevet qui permet à la roue arrière de tourner à 90 degrés pour se transformer en hélice. Hein, et permettre à un scooter de devenir un jet ski en gros, hein, même 180 hein, pour que ça puisse tourner quoi. Et alors là les gars c'est du très lourd, hein. Selon moi c'est du très lourd. Bah, écoutez, moi je connais des coins sur la planète où un truc pareil, si ça coûte pas une partie de sa moelle osseuse, ça peut carrément marcher. Ah bah imagine que tu habites sur une île, du golfe de Thaïlande par exemple, et que tu sois à 15-20 minutes du continent par la mer, hein. Ou d'une autre île sympa, franchement, genre Copenhague quoi. Alors entre 20 minutes de scooter amphibie et 1 heure de bateau, et ensuite une location de scooter une fois la traversée effectuée, si tu le fais souvent, ça se calcule le scooter amphibie. Ça se calcule. Voilà. Bon, faut qu'il soit pas moche aussi, tu vois. Bon. Et tiens, pour finir, allez, un peu de sérieux quand même. On va découvrir ce qui pourrait bien être la future Street Triple. C'est en tout cas ce que pensent les journalistes de Ride Apart au vu de ces photos volées. Et d'emblée, je suis assez d'accord sur un point avec eux. La dernière mouture de la Street Triple datant de 2023, un prototype roulant en 2024 pour une présentation fin d'année 2025, ça ne m'étonnerait pas le moins du monde. Alors, qu'est-ce qui peut nous faire dire que c'est un Street Triple déjà, hein, ou un proto de Street Triple? Eh bien, le réservoir de ce proto, c'est celui de l'actuel Street Triple. La boucle arrière assez courte fait aussi beaucoup penser à l'actuel Street Triple. Les pneus Pirelli Super Corsa, bon ça vous allez me dire que c'est un détail, mais enfin quand même. En revanche, alors on remarque aussi un nouveau cadre alu, et puis, comme des points d'ancrage pour un carénage sur ce cadre. Et puis, on voit aussi un compteur de vitesse directement installé sur le phare, qui a pas l'air, ça fait un peu bricolage, quoi. Le tout est assez bas, en revanche. Voilà qui rend la bestiole plutôt sportive, non hein? Ah bah oui, alors il y aura une version carénée en prévision, je serais pas surpris non plus. En revanche, c'est pas le moteur qui peut nous orienter sur cette version-là, hein, puisque on voit clairement que c'est le 765 qu'on trouve actuellement sur la Street Triple actuelle. Mais il ne faut pas forcément avoir l'esprit hyper mal tourné pour imaginer que déjà, entre-temps, ils puissent le faire évoluer de façon très, très sportive, encore plus, pourquoi pas. Et surtout que Triumph a déjà lancé la Daytona 660. Hein. Donc qu'on puisse voir débouler gaiement une Daytona 765 sur nos routes, bon, ça surprendra personne, d'autant plus que c'est ce qu'on trouve en Moto 2, hein, je le rappelle. Bah ouais, reste à savoir maintenant à quel prix pourrait s'échanger un tel engin, sachant que pour la 660, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Il faut déjà débourser 9 795 €. J'imagine facilement donc un bon 12 000 pour un 765. Ah, et vu l'inflation, surtout d'ici 2026, hein. Et sur ce les amis, aloha. Ah ouais, je te cache pas que ça fait du bien de pas être obligé de parler d'électrique cette semaine. C'est bon, c'est très très bon.